Bon, bah, bonjour, je suis désolé, là, j'avais un coup de téléphone très rapide à faire. Je suis puni pour vous parler de l'industrie 4.0. Donc, quand on a une punition, ben, on essaye de négocier en disant, mais au fond, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'intelligent? Voilà le titre. Alors, je vous ai mis quelques des petits dessins de temps en temps pour essayer de vous éveiller un tout petit peu. Et donc, on est dans l'industrie soi-disant 4.0 et on va essayer d'en parler tout de suite. Et puis, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments, puisqu'il y a eu au départ l'industrie 1.0, qui a bien commencé, et donc ce qui a permis quand même d'occuper un peu les gens, et puis on est passé à des différentes étapes, et je vais revenir un peu là-dessus assez rapidement. Alors peut-être un point juste pour très vite, j'ai volé un certain nombre de diapos à différents endroits, et je n'ai pas toujours mis l'origine, donc si vous les voulez, vous les utilisez à vos risques et périls. Hein. Voilà. Bon, je passe. Alors au fond, quel est le problème? Le problème sur lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on est dans un système qui est en permanence en train d'innover. On a entendu parler d'innovation il y a peu d'instants. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on a un truc qui merde, eh bien, on refait du sparadrap. On fait du sparadrap, et puis à un moment donné, ben, on se rend compte que c'est plus tout à fait bien, et il faut donc changer de système. Ça s'appelle une innovation de rupture. Et donc, on arrive à sortir de ce que j'ai représenté là en jaune, enfin, pas l'image jaune, c'est ça, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, depuis qu'on a lancé l'industrie 1.0, pour arriver à 4.0 et demain 5.0, si vous voulez, on en parlera peut-être, et on se rend compte que les gens ont pris l'habitude d'accélérer leur acceptation des nouvelles technologies. Plus ça va vite, et plus j'en ai envie. Donc ça veut dire qu'il y a une pression sociale extraordinaire qui a été inventée quelque part, hein, il y a des raisons, qui font que, eh bien, de plus en plus, il va falloir inventer vite. Donc ça c'est bien. Alors l'industrie 4.0, donc on m'a demandé de vous les présenter, donc ça c'est Myriam qui m'a forcé, donc je l'ai fait. Enfin, vous la connaissez. Et donc au départ la 1, bah, c'est la machine à vapeur en gros. La 2, c'est Ford et puis et Renault à l'époque, avec et puis la machine électrique, la production de masse que tout le monde connaît, et puis après on arrive dans les années 60 à l'automatique. Et donc 4.0, c'est quoi? Eh bien c'est le numérique et c'est le digital qui intervient. Donc voilà. Alors si on regarde, si on écoute quelques prospectivistes intelligents, puisqu'ils étaient invités par l'Union européenne au mois de mars. Donc la technologie c'est exponentiel, l'humain c'est quelque chose de linéaire, donc on est tous de la merde, quoi. On est tous des cons, sauf l'informatique. L'ennui c'est qu'il y a quand même des gens qui fournissent de l'information à l'informatique, mais ça c'est autre chose. Donc la donnée c'est le nouveau pétrole, l'intelligence artificielle c'est la nouvelle électricité, l'internet des objets, enfin c'est le nouveau système nerveux, enfin. Bon, voilà. Donc, on en est là. Donc, l'industrie 4.0, eh bien, ça va rassembler tout ça. Et puis, l'humanité va changer plus en 20 ans que pendant 3 siècles. Il y a des gens qui croient à ça. Et puis, donc, n'empêche qu'il y avait 450 personnes à Bruxelles quand je suis allé écouter monsieur Léonard. Voilà, ça, c'est un élément quand même assez important. Il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec une société qui est ce qu'elle est, avec sa vitesse, et puis des gens qui disent que demain, ça va être tellement bien qu'il n'y a pas de problème. Alors, là-dessus, donc, l'exposé, je vais le faire, je ne vais pas exactement suivre ce qui est là, je vais quand même vous parler un peu d'industrie 4.0, puisqu'on est là pour ça, puis voir un petit peu tout ce qui est autour, c'est ça qui, moi, me pose question, et donc c'est ce qui m'a intéressé. Et donc, tant pis pour vous, c'est ce qui doit vous intéresser. Donc si on regarde bien comment les choses se sont passées, eh bien l'industrie c'est 1820 le début, quoi. Et puis on est allé vers de plus en plus la production de masse. Alors ma femme a une BMW, je crois qu'elle devait pouvoir choisir à peu près 500 options de peinture, de sièges, de machin. Et donc on va dans un système qui au départ une production artisanale,
et on revient à une production qui va ressembler de plus en plus à l'artisanat. Mais ce n'est pas du vrai artisanat. Enfin, je peux vous le dire parce que c'est pas les mêmes temps. Mais donc, globalement, on a un système qui est en train de revenir avec l'industrie 4.0 à ce genre de situation. Alors, celle-là, vous pouvez la regarder, c'est moi qui l'ai faite, cette figure. Alors, celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc, au fond, hein, si on regarde bien, on passe de la peinture pariétale à aujourd'hui un système qui est complètement digitalisé et complètement virtuel. Bon, alors, au fond, l'industrie 4.0, si on essaye de réfléchir un peu à l'origine de ce machin. À l'origine de ce machin, c'est l'électronique. Alors, vous voyez ce qu'on a gagné comme nombre de transistors par microprocesseur depuis à peu près 50 ans. Eh bien, on se dit, pas de problème. Hein, vous voyez, on a quand même un facteur à peu près 1 million en 50 ans, donc il n'y a qu'à continuer. Ce qui explique les propos de M. Léonard, qui est quelqu'un que j'apprécie moyen. Et donc, il n'y a qu'à. Donc, on continue comme avant. Alors, aujourd'hui, l'industrie 4.0, puisque la faute de Yves, j'étais obligé de m'en occuper un petit peu, eh bien, l'industrie 4.0, c'est un marché de quelques pourcents du marché global de la fabrication dans le monde. Hein. Donc, on est au début. Alors, quand on est au début, tout beau, tout neuf, quoi. Tout puissant, c'est bien. Et donc, quelque part, ça va tout bien. L'ennui, c'est que pour gagner eh bien, les distances entre... dans le microprocesseur que vous allez fabriquer, les distances que vous allez faire vous allez mettre pour faire votre gravure, eh bien, ces distances deviennent de plus en plus rapprochées. Et quand on se rapproche de quelques, en gros, 15 liaisons atomiques du silicium, eh bien là, les propriétés ne sont plus des propriétés classiques, on va arriver à des propriétés quantiques. Que ça ne tienne, puisque M. Léonard a dit que ça allait changer, donc là, on a un mur. Et donc, je vais vous montrer dans les différentes diapos, il y aura des warnings à différents endroits, disant là, il y a un problème. Non, mais je peux pas, c'est pas un micro. C'est pas un micro, ça. Donc, il y a un problème, et ce problème, il est quand même lié au fait qu'on a une électronique qu'on s'est améliorée, puis maintenant, on commence à arriver à une électronique qui va complètement être bouleversée par le fait qu'on a une limite d'échelle. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut que vous mettiez dans la tête. L'industrie 4.0, ça marche quand ça fait quelques pourcents du marché mondial de la fabrication, mais ça risque de ne pas être vrai si on va vers des occupations qui vont nécessiter de plus en plus d'informations. Voilà. Alors, un point, alors c'est ce que vous aviez raconté tout à l'heure, mais je pense qu'on est d'accord, c'est que les technologies, quand c'est nouveau, eh bien, ça vient, ça se fout partout, quoi. Hein, alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne vende pas encore chez Castorama des marteaux qui possèdent de l'intelligence artificielle dans les marteaux, mais on va y arriver certainement bientôt. Donc, c'est quelque chose qu'on va trouver partout. Et donc, dès qu'un process commence à se déployer, eh bien, il devient complètement... on va le retrouver partout. Bon, voilà. Alors, très vite, donc ça a été présenté également, donc c'est quoi l'industrie 4.0 ? Eh bien, c'est un certain nombre d'opérations que je pourrais qualifier... L'industrie 4.0, au fond, c'est un fagot. C'est un fagot avec des branches qui sont diverses, comme la fabrication additive, la réalité augmentée, enfin, etc., etc. Donc, je vais vous présenter quelques éléments, parce que présenter l'industrie 4.0 n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que ça n'existe pas. On va avoir dans l'industrie 4.0 des éléments qui viennent de l'Internet des objets, qui viennent qui ont différentes origines. Donc, finalement, ça m'est extrêmement difficile de faire un exposé sur l'industrie 4.0, parce qu'il n'y a pas une industrie 4.0, c'est simplement un mélange ou un ajout d'un certain nombre d'éléments qui viennent de différents domaines qui font l'objet d'activités. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, à quoi ça sert en général? Comment on va retrouver les différentes publications sur l'industrie 4.0? Eh bien voilà, ça permet de faire un certain nombre de choses, du service, de gagner du temps
En général, le but, c'est quand même de gagner du temps et à la fin de gagner du fric. Et ça va impacter à différents niveaux, différentes choses. En particulier, l'impact, c'est tout ce qui est virtuel ou ce qui est virtualisable. Donc tous les métiers administratifs, je disais à Yves tout à l'heure, le directeur général, ça doit pouvoir être remplacé par une intelligence artificielle de qualité. Et donc, la CELIC, c'est où, là? Et donc, voilà ce qui est en train de se faire. Alors, ce qu'on peut voir, hein, si vous faites une analyse de la littérature, c'est que finalement, il y en a partout. L'ennui, c'est que quand il y en a partout, ben, il y en a toujours moins en France, quoi. Hein? Donc, le village gaulois, c'est quand même une réalité. Et c'est réellement un sacré caillou dans la godasse, parce que, au fond, ça montre que la France est en situation de suivisme sur l'ensemble du champ, essentiellement de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, quelles sont les importances? Alors, les importances financières, je les ai, mais je ne vais pas vous les donner parce que je n'ai pas fait la figure. Et ce que l'on peut voir, ce sont les publications. Le nombre de publications, c'est quand même un indicateur. Alors vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est 700 000 publics, je ne les ai pas toutes lues, hein. Mais l'industrie 4.0, c'est que dalle. Hein, vous voyez que c'est quelque chose, c'est un concept qui est un ramassis de choses qui existent à différents endroits. Alors fabrication additive, 160 000, vous voyez, Internet des objets, on va en reparler après, robotique, etc. Et il y a un élément important qui est fortement relié à l'intelligence artificielle, qui est l'apprentissage profond, et qui est un élément important. Et puis il y a toute la partie matériaux, mais comme les matériaux, il y en a partout, je ne savais pas où les mettre, parce que le nombre de publications, ça dépassait largement la taille de la figure. Et donc, ce qu'on peut voir sur cet aspect intelligence artificielle, vous voyez que c'est ça le gros morceau. Hein, alors quand on parle d'industrie 4.0, ben, c'est un machin pour faire plaisir à un ministre de l'industrie. L'ennui, c'est que tous les ministres d'industrie des pays occidentaux parlent d'industrie 4.0. Mais le gros nœud de l'affaire, c'est bien dans l'intelligence artificielle que ça se passe. Donc, si on regarde bien également dans la littérature, moi ce que j'attendais dans l'industrie 4.0, c'est comment on va relier ces différents éléments entre eux. Eh bien, simplement pour la fabrication additive que je connais un tout petit peu. Peter Drull, qui est le directeur général de la Direction générale de recherche et d'innovation de Bruxelles, pour la première fois va lancer un projet où on va relier l'intelligence artificielle à la fabrication additive. Il y aura un projet qui va sortir en 2021. Vous voyez? En fait, tout ça, c'est bien des fagots, c'est bien des systèmes qui sont disjoints. C'est pour ça que j'ai représenté des silos qui ne sont pas des silos à blé, mais des silos à intelligence artificielle, etc. Donc vous voyez que ça, c'est réellement un point important. L'intelligence artificielle, pour moi, est le facteur prépondérant. Et l'industrie 4.0, c'est un truc de publicitaire, quoi, quelque part. Bon, ça y est, j'ai dit ma méchanceté. Parce que, qu'est-ce que j'attendais, moi, en regardant un peu ce qui était fait dans l'industrie 4.0, c'est ce qui se passe sur la convergence nano, bio, info, cognition. Hein, sur les nanos, parce que ça, c'est la grande mode, ça date de à peu près 2001, où on doit associer tout un ensemble de métiers, de connaissances scientifiques qui sont aujourd'hui disjoints. Et donc j'ai fait l'analyse au bout de 15 ans de ce qui a été fait, ben, rien. Tout simplement parce qu'on ne sait pas faire. Et donc quand on ne sait pas faire, eh bien on vend de l'intelligence artificielle parce que ça a 70 ans, pas loin, et que ça marche, et puis donc on va continuer à fonctionner dans le sens où on a le moins d'efforts à produire. Donc, faire fédérer ces différentes notions pour l'industrie 4.0, eh ben, je ne sais pas qui y croit, mais peut-être qu'il y a un ministre de l'industrie français qui y croit un peu. Mais non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Alors, bon, je vais passer là-dessus, ça va vous emmerder. Bon, je vais passer aussi là-dessus. Et donc, si on regarde bien l'évolution des choses, vous voyez que c'est quelque chose, du point de vue financier, on parle de pas grand-chose, et puis alors là, on est toujours dans des systèmes qui vont évoluer de façon à peu près exponentielle. Ça va vite, très vite. Et donc, ça pose la question de la continuité, puisque du moment que c'est exponentiel, ben, on peut continuer l'exponentiel longtemps. Et en fait, une exponentielle, ben, c'est un début de sigmoïde. Au bout d'un certain temps, ben, les choses doivent atteindre un plafond.
Alors, à quoi ça sert l'IA? Je ne vais pas en parler de ce tableau, simplement pour vous montrer que ça sert à tout, quoi. Hein. Alors, même plus. Hein. Donc, maintenant, on va dire quelques mots, mais pas plus que ça, sur des techniques, entre autres, d'apprentissage profond. Si vous voulez, quelque part, on a besoin d'être capable de reconnaître quelqu'un. Donc, on va utiliser un ensemble de données, on va apprendre à l'ordinateur à reconnaître déjà le visage de Myriam. Donc, déjà, on va commencer à dire c'est une femme. Bon, au bout d'un certain temps, l'ordinateur va avoir compris ça. Et puis après, elle a des lunettes. Bon, donc, etc. Donc, il y a tout un ensemble de processus neuronaux sur lesquels je vais passer très vite pour arriver à ce qu'à la fin, on sache faire la différence entre c'est Myriam ou ce n'est pas Myriam. Et puis en même temps, on va savoir, à partir d'un certain nombre de critères, on va être capable de la reconnaître, même si elle est capable de vieillir, ce que personne ne croit. Enfin, bon, alors maintenant, si on regarde bien maintenant, il y a tout un ensemble de choses que l'on va utiliser autour d'intelligence artificielle, comme le cloud. Donc, position de la France, vous voyez, c'est la flèche, on a encore les gagnants, quoi. Hein. Donc, autre question. Alors maintenant, si on regarde l'autre aspect qui s'appelle les objets connectés, alors l'objet connecté idéal, c'est dans votre frigo qui va vous dire ce serait temps quand même de racheter du beurre parce qu'il n'y en a plus dans le frigo, ou le beurre qui est dans le frigo, il est là depuis 15 jours, ce serait temps de l'utiliser, etc. Donc ça commence comme ça. Hein. C'est-à-dire que l'industrie 4.0, c'est non seulement mettre de l'informatique dans la fabrication, mais également mettre de l'informatique dans les produits que l'on va fabriquer. Hein, c'est pas que... Et donc, bon, si c'est ça, c'est bien, mais ça veut dire, pour rester sur l'exemple de Myriam, ben, votre tension, cher ami, il a plutôt tendance à augmenter le 23 novembre avant 10h45, par exemple, hein, etc. Donc, c'est quelque part un moyen de relier tout à tout. Tout, c'est les humains entre eux, les humains avec les machines, et les machines avec les machines. Donc, finalement, c'est un réseau absolument considérable qui va se mettre en place, ou qui commence à se mettre en place, de façon à ce que tout le monde sache qui fait quoi, qui est où. Et donc, on va en reparler tout à l'heure, c'est un moyen extraordinaire de donner de l'information. Alors, donc les objets connectés, ben voilà, j'ai tout dit, hein, ça va de la voiture autonome à la poubelle qui va refuser d'avoir du verre parce que c'est pas la bonne poubelle à verre, enfin, etc. Donc on est dans un système absolument idéal où l'homme va être complètement libéré. Oui, bon. Alors, exemple des données, puisque j'ai parlé de données, ça c'est une information rapide. Voilà ce que donne une bagnole, hein, dans une journée, le nombre de données qu'elle va fournir, avec le GPS, avec tout, quoi. Moi, j'ai une bagnole bête qui analyse le vieillissement de la batterie, de la clé qui permet de démarrer la bagnole. Je m'en suis rendu compte hier parce qu'elle est faible, la batterie. Et donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça, on se dit, mais où on va? C'est-à-dire qu'on fabrique de la donnée que l'on fout partout. Et donc, dans le monde entier, ils sont capables de savoir que la batterie de ma clé qui me permet d'utiliser ma bagnole est faible, quel est l'intérêt? Mais n'empêche, c'est ça. Hein, arrêtez de rigoler. Alors, dans les choses positives quand même, ce qu'on va être capable de faire, puisqu'on parlait aussi de réalité virtuelle, qui est un élément du système, c'est que ça, moi, j'arrive pas à lire, mais j'aurai un système de traduction automatique qui va convertir. Donc, c'est voilà des choses qui commencent. Ça commence à se faire. Les systèmes de réalité augmentée, des systèmes de réparation de la même voiture, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant, je n'ai pas de bois là, c'est d'avoir un système qui va dire aux mécaniciens, voilà ce qu'il faut faire, voilà où il faut changer la pièce, voilà où est la pièce, il faut prendre telle clé pour faire telle chose, etc. Vous voyez, c'est un moyen extraordinaire d'aide. Voilà. Donc je suis content d'être aidé. Alors, reconnaissance faciale, puisque, comme je parlais de Myriam tout à l'heure, donc on a des systèmes de différentes formes qui permettent de repérer. Donc je prends mon doigt pour entrer chez moi, je mets mon doigt, et la serrure reconnaît que c'est bien mon doigt, donc je peux rentrer.
Et vous voyez qu'il y a une transition vers 2014 où là, l'ordinateur devient meilleur que l'humain. Donc les videurs dans les endroits où on peut jouer, eh bien, ça va être remplacé demain par... Donc vous voyez qu'on a des systèmes qui deviennent quand même largement plus performants. Alors, robotique, ça c'est la place de la France, hein. Et donc la robotique, eh ben, c'est quelque chose, vous voyez que c'est encore des petites choses en jaune. Là, hein. Alors ça permet de faire des tas de choses, cette robotique, et donc dans l'ensemble des domaines que je viens de vous présenter, on a des augmentations qui vont de 10 à 15% par an, donc vous voyez, ça booste pas mal. Hein. Alors ça, c'est de la robotique classique, et ça, c'est la robotique telle qu'elle est vue par les Coréens. Coréens, ça met 4,1% du produit intérieur brut en recherche. La France, c'est à peu près 2%. Donc on est sûr d'être meilleur. Et donc, on va habituer les gens à avoir des robots avec eux, qui peut être pas mal. Donc voilà des systèmes robotisés. L'industrie j'ai vu une vidéo là, de BMW, pour ne pas faire de la publicité pour une PME de la région de Munich. Ils ont des ateliers où il n'y a plus un seul employé. Zéro. Ils sont tous à l'extérieur, devant des écrans, éventuellement faire de la réparation. Donc quelque part, oui, ça change la donne. Alors, quand même une chance dans l'industrie 4.0, c'est qu'on n'a pas encore réussi à faire que la matière soit dématérialisée. Mais on y pense parce qu'on va parler d'impression 3D, donc l'idée c'est de pouvoir... Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est avoir l'objet sous forme numérique. Et puis on peut le fabriquer à 10 000 km si on veut en envoyant le fichier. Mais l'idée, c'est peut-être un jour d'arriver à utiliser nos connaissances géniales pour arriver à transporter la matière directement. Ça, j'y crois pas du tout. Mais... Et donc, auquel cas, ben, on sera rentré dans un système totalement... Alors, puisque je ne pouvais pas ne pas en parler, la fabrication additive rentre dans le système. Donc, le principe de la fabrication additive, je vais être extrêmement rapide, c'est ça, hein, c'est d'accumuler des crêpes qui ont la bonne taille les unes sur les autres pour arriver à faire une belle sculpture. Donc c'est un système qui va utiliser de l'informatique, et puis voilà, puis quand même de la matière. Bon, ça, je passe là-dessus parce que c'est pas drôle. Voilà des exemples de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en impression 3D. Je dis bien impression 3D parce que la fabrication additive, c'est bien ajouter des couches. Mais on peut faire des objets sans avoir besoin de passer par des couches. Donc on va de la taille nano à des tailles qui sont des tailles... il y a même des Hollandais qui s'amusaient à faire un pont en fabrication 3D. Alors maintenant, c'est un pont qui est montré aux gens parce qu'on ne peut pas monter dessus parce qu'il n'est pas très solide. Mais le prochain, à mon avis, le prochain, il sera bon. Donc voilà, on peut faire plein de choses. On peut faire de la couleur, du métal. Enfin. Donc vous voyez que c'est un truc extraordinaire. Vous avez l'objet en mémoire, donc les numériques, et vous avez comme votre imprimante à côté de votre ordinateur, bah, vous appuyez sur le bouton. Enfin, c'est ce qu'on met dans les publications de techniques de l'ingénieur. Hein. Il ne faut pas croire ce qui est écrit, hein, des fois. Surtout si c'est Jean-Claude qui l'a écrit. Non, parce que moi, ça, j'aurais pas dit. Et donc, le point, c'est que là, vous appuyez sur votre bouton et vous sortez l'objet en 3D. Donc, quelque part, encore une fois, vous allez virer tout un paquet de zozos qui faisaient des plans, donc vous faites tout directement. Puis voilà un exemple, c'est ce qu'on est capable de faire avec de l'ADN. On peut de transformer l'ADN pour lui donner des formes particulières. Vous voyez qu'on peut aller de la taille nano jusqu'à... On fait des maisons maintenant, on va dire 10 mètres. Enfin, moi, je n'habiterai pas dans ces maisons-là, mais ça, c'est pas grave. Hein. Alors, pendant qu'on y est à faire du fantasme, l'utilisation de l'impression 3D, c'est bien pour faire des matériaux, utiliser des matériaux pour faire des objets du quotidien, hein, en engrenage, ou pour faire des montres. Mais le futur, c'est de faire du bioprinting, d'impression 3D de barbac. Alors il y a des gens qui commencent à lancer des opérations pour faire des steaks hachés 3D.
je sais pas, en faire des trucs en chocolat, c'est bientôt Noël, on sait déjà faire, mais franchement, bon. Et donc ce bioprinting, l'intérêt, c'est que Yves, on va pouvoir lui rajouter quelques mains, parce que là, c'est pas grand-chose. Hein, où l'intérêt, c'est que son foie d'alcoolique, eh bien, on lui remplace tous les ans, et puis, comme ça, il a un foie qui est éternel. Et donc, chez Technique de l'ingénieur, vous allez le supporter encore, je sais pas, quelques centaines d'années. Bon. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, il y a plein de publications, il y a plein de fric, il y a plein de labos qui récupèrent du fric parce que ces crétins de politique, ils se disent, si j'ai un problème, on saura me remplacer mon foie. Voilà, c'est même pas d'alcoolique, c'est pire. Et donc, quelque part, ça pose un certain nombre de questions. Et là, les gens commencent à faire ce qu'on appelle des preuves de concept pour montrer qu'on est capable de faire vivre des cellules de façon particulière pendant un certain temps. Donc voilà. Alors, si on fait maintenant, là je vous ai fait un panorama idyllique de l'industrie 4.0, alors, bon, ça va. Et donc, si on regarde un peu ce qui va nous attendre demain, parce que c'est quand même intéressant de se dire, il y a un système qui est exponentiel, ça booste à mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dedans. Hein. Quand j'ai montré que la position de la France n'était pas très bonne, c'est des choses qui m'énervent. Enfin, moi, je suis un parmi 60 millions. Hein. Et donc, quelque part, c'est peut-être intéressant de regarder ce qui nous attend autour de l'industrie 4.0. Ce n'est pas uniquement le domaine qui est intéressant, c'est ce qui est autour. Hein, c'est toujours le problème, c'est quand on demande à un spécialiste de parler de son sujet, il ne parle pas de ce qui est à côté. Donc comme je suis non spécialiste, j'en profite. Et si on fait une analyse d'à peu près quelques centaines de rapports de prospective de pays occidentaux, donc voilà ce qui les intéresse. Hein. Vous voyez, ça sont les domaines, vous êtes capable de lire aussi bien que moi, donc on va retrouver micro, nano, etc. Ce que vous avez présenté tout à l'heure, on n'est pas en opposition de phase. Et puis, donc voilà les éléments, hein, c'est la densité d'informations qui viennent. Personne ne parle de décroissance, personne ne parle de réchauffement climatique. Ça fait chier, ça n'avait pas de fric, ça. Et donc, quelque part, bah, les pingouins, ils seront de moins en moins sur de la glace. Et puis, la population va continuer à augmenter, et puis en même temps, on a quand même ce problème, quelque part, qu'il va falloir prendre en compte. Alors on se dit, mais certainement que l'industrie 4.0 va régler les problèmes. Mais si, vous allez voir. Et, parce que l'impression 3D, au lieu d'éliminer de la matière, on élimine à peu près en 70 à 80% de la matière. En impression 3D, il dit, ben voilà un problème qui est résolu puisqu'on fait quelque chose qui est environnemental. Donc c'est bien. Alors les tendances lourdes, si je regarde très rapidement, hein, eh bien, si aujourd'hui on est là avec la consommation pour tout ce qui tourne autour de l'électronique et du digital. Vous voyez, on est en 3e position. Avant, il y a la Chine et les États-Unis. Mais en 2040, ça sera le 1er poste. Ça veut dire que toute l'électricité, sur toute l'électricité consommée dans le monde, il y en aura à peu près 50% qui vont servir au digital. D'accord? C'est con, hein? Et en même temps, ce qui est demandé dans les différentes prévisions, les COP 21, 24 qui va arriver, c'est qu'on passe par pingouin de 100 gigajoules par an à 70. Donc on va consommer moins d'énergie par tête de pipe, et la population en même temps va augmenter. C'est simple. Donc, petit problème, si on va continuer à développer du digital pour l'industrie 4.0 ou ailleurs, eh bien on va arriver à un mur. Alors en même temps, un point qui est tout à fait, pour moi c'était imprévu. Il y a quelque temps, quand j'ai vu ça, on se rend compte que en 1820, c'était à peu près, c'est quand je suis né, là, c'était 1 euro par jour pour 12 heures de travail, sans vacances. Donc on avait 1 euro par jour. Hein, le RMI, ça doit être 500 balles. Donc vous voyez, c'est quand même un peu plus, c'est 15 fois plus.
Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, hein, c'est pas ça que je dis. Et donc, voilà l'augmentation. Et si vous regardez exactement la relation entre ça et la consommation d'énergie, alors c'est pratiquement, le rapport est pratiquement 1. Alors là, ça veut dire que plus on consomme d'énergie, plus le salaire est élevé. Le gouvernement, ce matin, j'entendais aux informations, pense qu'on va baisser de 10 à 15% l'énergie consommée en France dans les 5 prochaines années. Faites votre traduction vous-même. Ça veut dire que les acheteurs de produits numériques, soit on baisse le prix de ces produits numériques au problème près de ce blocage qui est lié au mur entre électronique classique et électronique quantique, là, qui n'est pas résolu, eh bien, ça va poser quelques questions. Je continue à vous embêter. Donc, maintenant, on dit la solution, c'est le solaire. C'est très bien. Alors, le solaire, c'est un truc qui est absolument génial, entre autres les éoliennes, qui sont, ma foi, fort jolies. Les éoliennes, pour ne pas faire trop de maintenance, eh bien, une éolienne, c'est plusieurs centaines de kilos de samarium pour faire des aimants permanents. C'est ceux que vous avez dans votre ordinateur. Et donc, ces éoliennes avec du samarium, 300 kilos, pas de problème, prix a triplé en 3 ans. Simplement parce que tout le monde veut mettre du samarium dans ses éoliennes. Hein? Et donc, voilà une question qui est posée. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est, voilà, donc on est en train de bouffer la Terre, mais ça, c'est pas très nouveau. Et puis, le nombre de données qui sont utilisées, vous voyez que c'est surexponentiel, ça. Donc le système est en train d'aller gentiment vers un certain nombre de petits problèmes. Alors juste un point d'info, quand vous avez tous votre téléphone portable sur vous, ben voilà, ça ce sont les différents éléments métalliques qui sont dedans. Donc il y a de tout, quoi. Et alors, est-ce qu'on est capable de recycler ce qui existe dans votre téléphone portable ou dans votre ordinateur? Eh bien, réponse oui pour la ferraille, mais ça on s'en fout, il y en a partout. On peut récupérer l'or, ça marche parce qu'on a une technique qui n'est pas trop chère. Et puis vous avez des éléments comme le gallium. Alors ça c'est un truc hyper dangereux, mais il y en a très peu, pas grave, ça va dans les poubelles. Hein. Et puis vous avez tout un ensemble de produits qui s'appellent des terres rares. Or l'argent on sait le récupérer, mais il n'est pas encore assez cher. Et puis voilà, donc quelque part, au fur et à mesure que l'on développe de l'électronique, et donc du digital, on utilise de plus en plus d'énergie. On dit, pas grave, il y a des éoliennes. L'ennui, c'est que pour ces éoliennes, il va falloir utiliser un maximum de terres rares. Et puis là, on utilise aussi des terres rares dans votre ordinateur. L'ennui, c'est que les terres rares, comme leur nom l'indique, il y en a plein, mais plein, à quel prix? Alors, voilà, donc ça, c'est l'espérance de survie des réserves que nous avons aujourd'hui dans le monde. Vous voyez que on commence à être sur l'argent, ça fait 20 ans qu'on galère, donc on a commencé à remplacer les photographies qui étaient argentiques autrefois par des systèmes électroniques, donc ça marche, on commence à se sortir. Donc, mais l'argent, il n'y en a plus beaucoup. Et vous voyez que 2050, commençait à avoir quelques petits problèmes. Hein? Et donc, moi, je ne tiens pas parce qu'on vient de me pirater mes bronzes qui sont chez moi pour récupérer le cuivre. Hein? Bon. Alors ça, le réchauffement climatique, vous êtes mieux au courant que moi. Alors, juste un point, puisqu'on parle de terres rares. Alors, c'est une étude qu'on a faite, que j'ai faite avec un collègue. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que plus le prix du métal est élevé, parce qu'il y a un prix de marché, plus l'énergie pour le sortir du fond de la mine est élevée. C'est à peu près linéaire. Hein. Donc ça veut dire que plus les minerais vont devenir rares, plus le coût va être élevé. Et comme on va consommer de moins en moins d'énergie par tête de pipe, ben, moins vous aurez le pouvoir d'achat. Merde. Je vais pas manger les jaunes. Hein? Alors maintenant, si on regarde, si je continue mes méchancetés, la position de la France qui tourne autour des formations sur l'intelligence, au sens large. Vous voyez, là, par rapport aux Irlandais, on est franchement
des oiseaux, quoi. J'allais dire autre chose, mais... Bon, ça, je vais pas... Oh non, non, ça, je vais pas passer là-dessus. Là, il y a un point quand même intéressant. C'est que, je parlais de 1820, où on gagnait 1 euro par jour. Eh bien, on travaillait à peu près 70% de son temps éveillé. Et maintenant, vous êtes là, quoi. Et Hong Kong est encore là, mais on nous emmerde, quoi. Et donc, Keynes avait prévu en 1931 qu'on serait à 13%, ben, on y va gentiment avec le taux de chômage. Hein, si vous intégrez tous les gens qui peuvent travailler, ça fait aux alentours de 13% du temps éveillé à travailler. Donc c'est aussi quelque chose, hein, parce que je dis l'immeuble l'intelligence artificielle et l'industrie 4.0, mais c'est quand même un élément important, c'est que le temps de travail lié au numérique est un élément essentiel pour faire que les gens pourront travailler moins. Il ne faut pas prendre de notes là, Yves. Hein? Donc, mesdames de chez Technique de l'ingénieur, vous pouvez réclamer une diminution du temps de travail. Alors, donc, ça induit naturellement quelques malaises, ce que j'essaye de vous dire. Donc, j'avoue que j'étais un peu méchant, mais c'est un peu ça. Et donc, il y a une enquête qui vient d'être publiée hier de la part de l'Académie de technologie, où visiblement les Français ne savent pas trop s'ils sont inquiets, ils ne savent pas trop s'ils sont contents du système qui se met en place. C'est une position assez ambiguë, donc quelque part, ça devient intéressant. Alors ces malaises, le premier malaise, c'est donc chez Technique de l'ingénieur, et il aura son ordinateur qui permettra de savoir combien de morceaux de papier toilette vous avez consommé, combien de temps vous êtes passé dans les toilettes. C'est les Chinois qui viennent de faire ça. Donc ce que Google n'a pas fait, eh bien, enfin pardon, ce que le KGB n'a pas fait, ou ce que Big Brother n'a pas fait, ben voilà. Ça c'est un élément important qui est la notion de liberté individuelle, qui est quand même très fortement liée à cet aspect. Aussi bien dans l'usine que... Alors, également, donc si on veut faire du militaire intelligent, il faut essayer également de le protéger, parce que finalement, le problème, il va venir de la cybersécurité, qui est un élément essentiel. Hein, donc, savoir que dans une usine, elle peut être parfaitement fermée, il y a des savoir-faire, il y a des brevets éventuellement, mais il n'y a pas que ça. Hein, c'est-à-dire si tout passe aujourd'hui par Internet, eh bien on risque d'avoir ce type de problème où n'importe qui peut pirater ce que vous êtes capable de garder confidentiel chez vous. Alors, donc les questions qui sont posées, ça c'est un résultat d'enquête. Alors j'ai mis ça, je ne sais pas qui c'est qui se reconnaît là-dedans, je m'en fous, je vais nulle part, de toute façon on va tous dans le mur. Vous voyez que les risques de sécurité sont des choses qui sont prises en considération par l'ensemble des entreprises qui ont été questionnées. Hein, et donc ça c'est réellement un point qu'il faut garder en mémoire, c'est que la sécurité c'est quand même un sacré truc. Alors autre problème, c'est l'emploi. Alors, soit on dit, comme Gaston, je m'en fous si on me force à travailler, si on me force à ne pas travailler, je ne dirai rien. Ça, c'est une solution. Et donc, soit on a des gens qui sont capables de marcher sur la tête des autres pour avancer mieux. Hein, donc, on a aujourd'hui une société qui est relativement unimodale, avec un Français moyen qui gagne relativement sa vie, etc. Et là, le système tel qu'il est envisagé, eh bien, c'est des gens qui vont être de moins en moins salariés et qui seront payés de moins en moins, avec quelques personnes, une partie qui sera extrêmement éduquée et formée et qui gardera des salaires relativement importants. Donc on va passer d'une société comme ça à une société comme ça. Hein, avec tout un ensemble de personnes qui vont se retrouver comme ce monsieur en attente de quelque chose. Et quand on lit les publications aussi bien américaines que françaises, tout ça, eh bien, ça va dans le sens de ce que proposait un candidat socialiste qui s'appelle le revenu universel. C'est assez intéressant de voir que l'industrie 4.0 a un lien avec le revenu universel. Alors, bon, je vais passer là-dessus. Là. Alors, si on regarde maintenant, si on veut,
parce que j'ai parlé de la position de la France plusieurs fois, si on veut faire qu'on puisse sortir notre épingle du jeu de cette affaire. Hein, donc qu'on ne soit pas en situation de mendiant, eh bien ça c'est, vous voyez, ici on a la Corée du Sud, voilà ce qu'elle donne en recherche, oui, par tête de pipe, et voilà la position de la France qui est entre 2 et 2,1% du PIB. Donc si on veut faire que dans un système qui est un facteur d'entraînement et de leadership, si on veut faire quelque chose, il faut peut-être qu'on fasse autrement. Autre gilet jaune. Ou alors c'est que la France, comme un pays qui s'appelle Israël, fait des choix. Israël, j'ai fait une expertise de recherche d'Israël il y a quelques années, enfin pas tout seul, hein. Eux ils sont bons sur certains domaines. Et les domaines, ils ont dit, bon laisse tomber, on n'a pas les moyens. Alors quand vous mettez un pourcentage non nul d'activités qui sont ciblées sur quelques domaines, on arrive à être parmi les meilleurs dans un certain nombre de domaines, comme la médecine, comme tout ce qui est l'électronique. On visite les labos d'électronique en Israël, c'est quand même... Moi j'ai l'impression, sans méchanceté pour le Bénin, de sortir du Bénin. Donc voilà, alors là vous pouvez déjà commencer à conclure. Ça, il me reste un peu de temps. Alors maintenant, si on regarde un peu quels sont les scénarios que l'on peut envisager pour le futur. Hein, parce qu'une fois qu'on a vu quelles étaient ces différentes tendances lourdes, eh bien, comment on va ramasser tout ça pour arriver à avoir une vision de ce que pourrait être demain. Donc, aujourd'hui, on est là. Hein, on continue comme avant, et puis on trouvera toujours une combine pour se démerder. Hein. Alors l'autre scénario qu'on a mis en place, c'est... un scénario où les nationalismes vont commencer à s'exacerber, donc on va éviter ça. Puis on ne voit pas ça dans un pays ami qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. C'est ce qui est à moi, et puis après, vous ne cassez pas les pieds pour le reste. Et à la limite, ce qui est aux autres est négociable. Et donc cette société va avoir un impact politique sur l'industrie. Et puis ce qu'on peut voir apparaître, c'est une société qui va dire quand même arrêter de consommer de l'énergie pour rien, arrêter de consommer des matériaux pour rien, etc. Donc c'est ce qu'on a appelé la société sobre, qui reste une société qui utilise les bases actuelles, mais qui fait quand même largement plus gaffe. Et puis il y a une société écologiste, intégriste, que j'ai représentée là, sur lequel je ne dirai pas grand-chose, parce que je n'y crois pas trop. Alors, juste quelques éléments, parce que je ne veux pas vous enquiquiner. Là, j'ai mis en rouge les points qui sont réellement critiques dans le futur. Alors, plus le bleu foncé, ça veut dire que c'est prioritaire. Le bleu clair, on commence à s'en foutre. Et le blanc, ou bleu très clair, c'est pas très grave. Et donc, d'une société à l'autre, hein, le scénario 1, c'est comme avant. Et le 4, c'est vraiment l'écologie totale. Et vous voyez que les grandes questions qui vont être à régler, c'est les économies d'énergie, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie de matières premières, et puis etc. Et donc, en revanche, sur le scénario 2 d'une société qui, elle, est enclavée, c'est-à-dire que c'est une société qui est fermée, là, on va rajouter comme élément essentiel le contrôle des citoyens. Donc, vous voyez ce que l'on peut observer rapidement. Alors, et donc, ça pose quand même quelque part quelques questions. Alors maintenant, ça, c'est un autre domaine que j'ai pris, qui est celui de la robotique. Bon, voilà, on va retrouver essentiellement sur la robotique des systèmes qui vont être reliés à la consommation d'énergie et de matières premières. Et puis, éventuellement, il y a la partie robot militaire, mais je ne voulais pas en rajouter. Donc, vous voyez qu'on a comme facteur critique sur... Alors, j'ai fait les autres, hein, mais je ne l'ai pas présenté ce matin. C'est que le facteur énergie et le facteur matière première va devenir un élément tout à fait contraignant dans le futur. Alors, si on veut aller plus loin, là, j'ai décidé d'être profondément optimiste ce matin. Alors, Cohen est un philosophe américain, et il dit que finalement, tout ce qui était facile, on l'a déjà fait. C'est con, hein? Alors voilà, donc, bon, maintenant vous avez lu, qu'est-ce qu'on fait?
Le chercheur de base, comment il fonctionne? Il fonctionne là, il a une idée, et puis après il dit il y aurait besoin de quelqu'un qui saura récupérer ce que je sais faire pour l'industrialiser. Or, les questions qui nous sont posées sont des questions où il faut interroger la société, il faut interroger la technique, l'économie, l'environnement, l'hygiène, la sécurité, n'est-ce pas? Ça, j'ai un bon point, hein, et etc. De façon à remonter. C'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner la recherche, non pas dans ce sens-là, mais dans le sens-là. Ça, c'est pas prévu par la fédération. Hein, ça, et donc, il faut apprendre aussi à nos bambins à faire de la prise de risque. Là, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Vous essayez de demander à des éléphants de faire ce genre d'exercice, ça ne marche pas bien. Hein, donc, question posée à la recherche de manière générale, c'est un fonctionnement dans le sens contraire à l'habitude et également une prise de risque. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Hein, quand on voit dans H2020 le programme européen actuel et FP9 qui va arriver, la prise de risque, c'est 0. Hein, il y a 5 experts en général, sur 5 experts, il suffit qu'il y en ait un qui dit avec des taux de soutien qui sont aux alentours de 10 à 15%, l'ANR c'est pareil. Donc quelque part, les gens qui veulent prendre des risques, franchement, qu'ils soient cinglés. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire du coup, puisqu'on est dans un système où il n'y a pas trop de fric pour lancer des opérations à risque? Qu'est-ce que font les gens? Ben, les gens, ils ont une idée. Enfin, je fais l'hypothèse que les gens ont une idée. Ça, c'est l'hypothèse que vous aviez faite aussi. Et il y en a, hein, certaines. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette idée? On va faire une preuve de concept. Preuve de concept, ça permet de faire une publication scientifique. Point. Et puis, on va dégager de cette preuve de concept un certain nombre de choses qu'il faudrait faire si on avait de l'argent, du temps et les hommes. Et comme on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, on n'a pas les hommes, donc on s'arrête là. Et donc, il faudrait normalement arriver aux démonstrateurs, et puis des démonstrateurs, ben, sortir l'application. Donc, voilà une spirale qui n'est pas infernale, mais qui est plutôt virtueuse, mais sur laquelle on est relativement peu. Alors ça, je vais passer là-dessus sur l'interdisciplinarité, parce que tout le monde s'en fout. Donc le risque, c'est qu'avec votre preuve de concept, eh bien, on arrive à cette situation où on se retrouve devant un mur. Voilà, tout va bien. Alors l'interdisciplinarité, je passe là-dessus, parce qu'il va falloir que je m'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour demain? Alors, vous pouvez changer de planète, là, il y en a qui ont prévu d'aller sur Mars. Les techniques de l'ingénieur n'a pas encore prévu de s'implanter là-bas. En secret. Alors, on peut changer de pays, on peut se cacher là, dans ma maison de campagne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être changer les façons de fonctionner en termes de formation. On peut peut-être réfléchir à ça. Enfin, moi, je ne suis pas politicien. Hein. Moi, je travaille de temps en temps avec des politiques et franchement, c'est peut-être pas la peine de leur en parler. Alors, il faut être vigilant parce que nos Google, Apple, etc., ben, ils sont là pour nous contrôler beaucoup mieux que les États ne le font. C'est quand même pas mal. Donc j'ai pas le temps de... Et donc on est bien dans ce que j'appelle moi le syndrome de la grenouille. Vous savez ce que c'est que le syndrome de la grenouille? Bon, on prend une grenouille, vous la mettez dans l'eau chaude. Il ne faut pas, hein, c'est pas sympa. Et la chaude, elle se taille, elle sort de la cuve. Vous mettez la même grenouille dans de l'eau froide, eh bien, pas mal. Et puis vous chauffez gentiment la casserole, et puis il ne se rend pas compte que ça chauffe, et elle crève. Elle n'est même pas mangeable. Et donc, eh bien, tout le monde est content. Moi, je disais ce matin, j'étais debout dans le métro, je regardais les gens, 70% des gens qui étaient autour de moi utilisaient leur portable. Donc, eh ben, ils sont pas dans... Ils sont des grenouilles. Voilà, hein. Alors, éviter la désocialisation, ça c'est vu de ma fenêtre. Hein, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système qui rend l'individu responsable personnellement. Lui, je. Hein. Alors, j'ai assez insisté. Et donc, quelque part, il y a des choses à voir. Alors, la réglementation, ben, c'est peut-être quelque chose qui est important, si ce n'est que si on met d'un côté les emplois qu'on va créer relativement à la réglementation, ben, les États sont toujours en position un petit peu tiède. Ils sont dans le syndrome de la grenouille. Alors faire les bons choix politiques et de société, ben ça c'est les scénarios, c'est pas moi qui vais dire ce que vous devez faire si c'est le scénario 1, 2 ou 3 ou 4 qui va se produire. C'est à vous de voir. Et ça c'est un élément
qui rejaillit, et ça personne n'en parle, sur le fait que l'industrie, eh bien, elle va dépendre des choix politiques. Alors que jusqu'ici, c'est le contraire. Hein. Et donc, d'un point de vue technique, faire les bons choix, ben ça, je pense que notre ministre préféré va certainement les faire. Et puis, tenter de faire sauter quelques verrous. Hein, dont, en particulier, faire une électronique qui consomme moins que... Vous savez qu'un pingouin qui réfléchit, enfin, quand il y en a, c'est 40 watts. Ouais. Eh bien, les ordinateurs de Google qui sont mis en Norvège parce que ça refroidit mieux puisqu'il fait plus froid, hein, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que un ordinateur, c'est un radiateur. Et accessoirement, ça fait du numérique. Donc, si on sait faire de l'électronique frugale, ce que j'ai dit, ben, peut complètement être invalidé. Moi, je n'ai pas de problème. Et donc, faire que la recherche se fasse un peu mieux que pour l'instant. Et puis, peut-être voir la façon de faire fonctionner la recherche, pas uniquement en France, dans la plupart des pays de l'Occident. Donc, voilà un petit peu mes remarques. Bon, ça, je vais passer là-dessus. Et voilà un peu la position, un peu... Ce Noël est bientôt les Nouvel An, donc c'est l'occasion des vœux. C'est de se dire que plutôt que de laisser d'être toujours le deuxième, ou le cinquième, ou le 15e, voire plus, peut-être essayer d'être le premier sur quelques points, sur quelques domaines, de façon à ce qu'on soit dans une logique de leadership. C'est comme ça qu'on sera gagnant. Alors, je ne fume plus de cigares, mais j'utilise les mêmes parfums que Churchill, c'est peut-être ce qui me rapproche. Peut-être aussi la taille du ventre, mais pensez quand même que ça, c'est un élément tout à fait important. Et donc, voilà. Et puis, pour terminer, je vous ai proposé quelque chose. Si vous avez votre téléphone portable, si vous êtes content, vous tapez 1, sinon vous tapez quand même 1, parce que je ne vais pas recommencer mon blabla. Et autrement, ben, vous voyez que ce qu'on risque d'avoir, c'est du business as usual, comme d'habitude. Et je voulais vous remercier, mais ce n'est pas le même de papier. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude, c'est passionnant. Vous n'en doutez pas. Des questions? Moi j'en ai une. Oui, moi j'ai pas la réponse. Ouais, mais quand même, je le pose. Dans ce monde justement d'intelligence artificielle, etc., est-ce que vous pensez, comme Laurent Alexandre, que le seul homme qui pourra survivre, c'est celui qui aura lui-même une intelligence augmentée artificiellement? Non. J'en sais rien. Non, mais ça, c'est une question dégueulasse, là. Moi, à mon âge, j'ai une intelligence diminuée, alors... Non, mais... la réponse n'est pas simple, parce que, déjà, il faudrait définir ce que c'est que l'intelligence. Hein. Alors, je m'y suis collé l'autre fois, et puis après, j'ai eu mal à la tête. Parce que c'est pas c'est un mot valise, l'intelligence. Hein. Et... J'ai pas envie de savoir. Bon, une autre question. Moi j'ai une question, Jean-Claude, puisque vous m'avez bien cherché pendant toute votre... Ah non, je ne vais pas chercher, c'était pas méchant. Je sais. Vous êtes quand même... vous êtes l'inventeur de l'impression 3D. Oui, il y a la reine d'Angleterre qui vous court après, oui. j'ai compris. Non, pas la reine d'Angleterre, non, elle court pas assez vite. Vous pouvez peut-être expliquer ce qu'elle vous veut, cette reine d'Angleterre. Ceci dit, vous avez quand même une responsabilité dans tout ça. Vous vivez comment en tant qu'inventeur de l'impression 3D à l'origine de l'industrie 4.0? Oui, non, mais attends, Myriam, alors, quand on a fait ça, la plupart des gens qui sont là n'étaient pas nés, hein, je le répète. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait s'amuser. Faire de la recherche libre, ça existe. On avait envie, au départ, on voulait faire de la télévision 3D. Hein. La vraie 3D. Puis on était allé trouver la combine, on savait faire. Et puis l'ennui, c'est que le téléviseur, c'était encore des francs, alors quand même des nouveaux francs. Hein. Et donc le téléviseur, il aurait coûté plusieurs millions de francs. Quand le SMIC était à je ne sais pas combien, à 300 balles, quoi. Ou 3000 balles, pardon. Je commence à faire... Il avait pris un brevet sur la fabrication 3D en mettant du laser croisé. Alors je fais des calculs, ça ne peut pas marcher.
Mais il me dit, ouais, mais derrière, on va pouvoir nous vendre des lasers, parce que ce qui intéressait ce CGE, c'était de faire de la vente de lasers, parce qu'ils fabriquaient des lasers pour la séparation isotopique, et en même temps, du coup, il s'était dit, ben, on aura une petite niche à côté. Et puis, et donc je revois mon ami Alain, et je lui dis, mais il faut faire comme ça. Voilà. Donc on a rigolé, on a fait ça le samedi, le dimanche, on a fait la preuve de concept, puis on a été un peu plus loin quand même. Et puis voilà. Hein. Et donc quand on lance ce genre d'opération, la société, on s'en fout. Mon père qui dirigeait une usine qui fabriquait des compas, il n'y a plus de compas maintenant avec les ordinateurs. Hein. De toute façon, il n'y a plus besoin de compas, puisqu'on conçoit la pièce sur un écran et puis on sort la pièce derrière. Donc on a mis à la poubelle je ne sais combien de milliers d'emplois. Pour ça, il m'a fallu me retrouver comme directeur scientifique d'une assurance pendant 12 ans de ma vie pour me dire que finalement, au bout des conneries qu'on avait faites, il y avait quand même des hommes. Ça, c'est un élément important. Alors, ça sera à refaire, je le referai, hein, sans aucun problème. Parce que je crois qu'il y a un point essentiel, c'est qu'on ne peut pas empêcher les scientifiques de faire. En revanche, il y a une société qui doit travailler en interaction pour savoir si elle doit utiliser ou pas. Ça, c'est plus notre problème. Mais je ne vois pas pourquoi on empêcherait les gens de penser. Il y a déjà Google qui est là pour ça, donc ça suffit. Et donc, moi, je suis pour qu'on ait des citoyens éclairés. Donc voilà, alors, pour ce type de préoccupation, donc il y a mon ami Laurence qui est quelque part, on va lancer l'an prochain, au fin fond du trou du cul du monde, dans la Meuse, une opération sur, non pas industrie 4.0, mais sur société 4.0. L'idée est de faire venir des scientifiques de l'échelon national pour réfléchir à un certain nombre de thèmes, pour qu'ensuite on puisse partager avec le public ce qu'on veut faire, ce que ça peut faire, de façon à ce que les gens soient informés. Alors être informé, c'est déjà un élément tout à fait important, on va aller plus loin. Alors voilà, donc c'est pas pour ça que la reine d'Angleterre court après mes basques. Mais parce que j'ai dû être à l'origine de la fabrication additive. À l'époque, c'était de la fabrication additive. Maintenant, c'est fini, puisqu'on a breveté des systèmes, depuis 2 ans, qui permettent de faire des objets sans passer par cette étape imbécile de couche. Donc la reine d'Angleterre va vous remettre un prix si ah, ça, j'en sais rien. Peut-être, potentiellement. Non, vous êtes en lice. Vous êtes en lice. Comment on dit en français, nominé. Mais ça veut pas, je ne sais pas s'il y a 150 nominés, moi je suis français, accessoirement. Et donc le Brexit, ça sera juste avant la fin du Brexit. Donc je m'engage à ce qu'on boive un coup, c'est ça? C'était ça. Absolument. Voilà, maintenant j'ai compris pourquoi la question de Myriam, où elle venait. Voilà. Bonjour Jean-Claude, merci pour cet exposé, très éclairé. Non, il n'est pas positif. Il n'est pas positif, mais je pense qu'il est réaliste. Donc, deuxième question piège, je crois qu'il peut poser la première. Je vais tester votre culture cinématographique américaine. Ah, je ne vais jamais au cinéma. Vous n'allez pas au cinéma. Connaissez-vous la saga Terminator? Oui. Ah, alors, donc croyez-vous que les machines seront capables un jour de prendre le contrôle sur les humains? Ah oui, sans problème. Et croyez-vous que les humains se laisseront contrôler par les machines? Ça, j'en sais rien. Moi, je fais des prospectives, je n'ai pas les solutions, j'ouvre des champs. Je ne vais pas plus loin. Ce qu'on peut voir, c'est quand même ce que font les Américains. Hein. Parce que normalement, il y a Asimov, c'est la vieille culture Asimov où les robots doivent être au service de l'homme. Hein. Et donc, ils ont fait des robots tueurs. Bah, ça marche. Les drones, c'est quoi? Un drone, c'est commandé par quelqu'un, mais on pourrait parfaitement commander un drone par un système d'intelligence artificielle. D'ailleurs, quand on repère un terroriste, vu de notre côté, parce que de l'autre côté, je pense que ce n'est pas des terroristes, hein, et eh bien, c'est fait comment? Par des systèmes de reconnaissance de visage. C'est de l'IA. Alors, qu'il y ait un pilote, pour l'instant, il y a un pilote. Mais demain, on peut remplacer ce pilote par n'importe quel système d'intelligence artificielle avec des commandes numérisées. Et donc, la réponse... Alors que... Enfin, moi, je pense que celui qui détiendra le pouvoir d'un point de vue militaire en termes de robotique, il risque de gagner pas mal de choses. Parce que
on accepte parfaitement. Si vous voulez, il y a un point que je ne vais pas présenter, je fais une parenthèse, j'adore. C'est que l'histoire du réchauffement climatique et développement durable, etc., on sait le résoudre sans aucun problème. Il faut tuer 7 milliards d'habitants. C'est logique. Mais moi, je n'ai pas envie de tenir le fusil. Et je ne connais personne qui a envie de tenir le fusil. Mais si d'aucuns ont des robots, ça ne sera pas bien, quoi. Hein, on fera comme avec les Indiens, on s'excusera un siècle ou deux après. Moi, très franchement, de ce point de vue-là, je ne suis pas optimiste. Enfin, à titre personnel, mon risque est assez modeste. Hein. Non, vous aurez mon âge. Mais là, je pense qu'il y a réellement... Asimov, il est dépassé, là. Alors, c'est déjà dépassé, l'armée américaine le fait, et de plus en plus, on a des systèmes qui fonctionnent bien, qui consomment beaucoup d'énergie d'ailleurs, mais ça, c'est pas très original. Mais ça marche bien, et ça marchera de mieux en mieux. L'ennui, c'est qu'à l'échelon national, on est un peu... Enfin, on n'est pas si mauvais, on a une capacité. Mais ce que je voulais, c'était vous emmerder un peu en disant, mais, allez les gars, on redémarre, quoi. Hein, qu'on arrête de autre chose que les gilets jaunes. Merci pour votre réponse. Mais c'est ce que je crois. Hein. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Jean-Claude.